Bienvenue dans ce 9e épisode hors série du Podcapsuleur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des 4 ingrédients de la bière, le houblon, et plus particulièrement au houblon des Flandres. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la brasserie du Pays Flamand, connue et reconnue pour sa bière à Nosteke. Hors série numéro 9, la Kopoenor, coopérative de planteurs de houblon des Flandres. Historiquement, en France, il y a 2 grandes régions productrices de houblon, l'Alsace et la Flandre. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, historiquement aussi, c'est dans ces 2 régions qu'étaient implantées les brasseries, bien avant le renouveau brassicole que nous connaissons depuis une quinzaine d'années. Alors imaginez qu'en Flandre, il y a eu jusqu'à 250 hectares de houblonnières. Aujourd'hui, on en compte un peu plus d'une trentaine. Depuis 1978, les 7 planteurs du Nord se sont réunis en coopérative, la Kopoenor. Je vous emmène dans les Flandres, à Boskep, à la rencontre d'Yvon Pruvot. Il travaille aujourd'hui avec son fils Paul, et son père, avant lui, plantait déjà du houblon. Bref, chez Pruvot, le houblon, c'est une histoire de famille depuis 1950. Le comble de l'histoire, c'est que le jour où mon père a planté du houblon, c'était le seul qui n'en avait pas. Tous les voisins avaient du houblon dans le secteur, et lui, il n'en avait pas. Et puis il avait dit, pourquoi moi je ne mettrais pas du houblon comme les voisins ? Et puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Tous les voisins, il n'y en a plus, et puis nous, on en a encore. Et alors toi, Paul, tu reprends le flambeau familial. Aujourd'hui, tu bosses avec ton père. Au départ, c'était pour faire comme papa, on ne savait pas trop pourquoi. Et puis après, on tombe dedans, et puis on se prend de passion pour ce qu'on fait, et c'est parti. On continue, on va essayer de continuer. Pourquoi pas développer, à voir. C'est quoi le métier de houblonnier ? C'est un beau métier. C'est déjà un très beau métier, pas toujours facile. Parce que je veux pas dire qu'on se bat, mais on a quand même la nature en face, donc on ne sait pas forcément influer dessus. Mais après, il y a des beaux moments à vivre. Le plus dur moment, c'est le printemps. 15 mars jusqu'à fin mai, c'est un grand afflux de travail. Et une fois qu'on arrive au mois de juin, on commence à souffler un peu. Et puis le plus grand bonheur, c'est la récolte. Une fois qu'on arrive à la récolte, on met toutes les machines, on a l'odeur, on a le résultat et on est heureux d'arriver. Parce que la récolte, c'est quand même un travail assez épuisant. On a quand même pour un mois de travail. Mais c'est quelque chose faut le vivre. Et on a des ouvriers, on a des salariés qui viennent nous aider. Tant que tout se passe bien comme ça, je veux dire qu'on ne se retrouve pas que à 2 à faire le travail, ça va. Bon, maintenant, c'est vrai que la main-d'œuvre, c'est quelquefois un peu difficile à trouver. On fait avec. On se rencontre aujourd'hui dans la houblonnière. On est entouré par les poteaux sur lesquels vont se hisser les lianes de houblon. Si on prend le calendrier et qu'on déroule une année de houblonnier, comment ça se passe ? On va peut-être partir de la récolte. La récolte, c'est en septembre ? Oui, la récolte, c'est en septembre. Donc, une fois qu'on a fini la récolte, le terrain il reste en repos végétatif. Donc, on laisse toute la végétation prendre son milieu. Donc là actuellement on voit que tout est bien vert, c'est comme un pâturage. Au printemps on fait le travail du sol, on nettoie tout le plan, on taille, on remet tout en place. Tout ça démarre à partir du 15 mars. On met tous les fils tuteurs et puis fixés en haut, fixés en bas. Donc il y a quand même 5000 fils tuteurs par hectare. Et à partir du fin avril, début mai, c'est l'enroulage. L'enroulage, c'est une période très délicate parce qu'il faut au moins 10 personnes parce que c'est un travail très fastidieux. Il faut se baisser, c'est 3 pouces par fil. Les conditions météo, il faut s'adapter. Une fois il fait très chaud, une fois il fait froid, une fois il fait du vent. C'est pas le plus intéressant de la culture. Je veux dire, une fois qu'on a fini l'enroulage et qu'on a fait le premier tour, parce que c'est pareil, quand le houblon, quand il fait très 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 chaud, le houblon peut faire 10 cm par jour. Alors ce qui fait que si on se laisse déborder dans l'enroulage, après on passe du temps à démêler, et on casse les têtes, et là c'est très fastidieux. Donc il faut surtout être à jour au moment de l'enroulage. Vu la surface, c'est plus compliqué que celui qui a que 1 hectare. Forcément, faut être là, quoi. Faut être présent. On enroule la liane autour du fil de métal. Elle va mettre combien de temps pour arriver au sommet des fils ? Normalement, il fait les 6 mètres. Si on enroule fin avril, fin juin, il doit être en haut. Donc il fait 6 mètres en 2 mois. Donc ça va très très vite. Ça dépend aussi des conditions météo, mais
crois bien, il doit être en haut à fin juin. Oui, parce que comme tous les agriculteurs, on est tributaire, quand on est houblonnier, de la pluie et du beau temps. La pluie et du beau temps, c'est tout à fait. Bon, l'idéal, c'est les pieds dans l'eau et la tête au soleil. C'est une plante, le houblon, qui est très aquaphile. Il lui faut beaucoup d'eau, il lui faut beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'il lui faut pour pousser? Oui, il aime bien l'eau. Il faut de l'eau de façon à la base. Donc ici, on a des terres un peu argileuses qui retiennent l'eau. Et le soleil aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas avoir trop d'eau non plus, parce qu'ensuite, on a l'apparition du mildiou, des maladies qui peuvent arriver. Donc il faut trouver un équilibre. Mais bon, ça, on compte sur la météo du Nord pour avoir un peu un équilibre, soleil, pluie. Bien qu'aujourd'hui, on a quand même des longues périodes du même temps. C'est-à-dire, quand il commence à sécher, il fait sec pendant longtemps, et quand il commence à pleuvoir, ça n'arrête plus. Donc c'est un peu ça qui change les donnes. Mais on a l'impression que la plante, elle s'adapte aux conditions météorologiques du Nord. Du coup, Paul, le houblon, c'est une plante vivace, un peu coriace, mais quand même très fragile. Oui, coriace, oui aussi. Fragile, ouais, forcément. Ça a beaucoup de mal avec le vent. C'est assez sensible au niveau maladie. Bon, il n'y a pas une liste de maladies qui est très longue, mais les causes d'apparition sont assez facilement réunies. Il faut toujours bien la suivre, bien regarder, bien interpréter ce que l'on voit. Mais bon, on a du coup de la chance. Moi, je trouve que c'est une plante qui vit vraiment. Contrairement à un blé où vous passez avec le semoir et puis vous faites bien vos traitements régulièrement. Le houblon, il faut toujours regarder, toujours analyser, toujours le suivre, guider les têtes qui quittent le fil. C'est une culture qui vit. La satisfaction qu'on a quand le houblon arrive en haut, c'est que chaque plant a été touché par la main de l'homme. C'est pas juste un traitement grossier, on a pris une attention pour chaque plant. Ça, je trouve ça formidable. Ici, chez Pruvot, vous cultivez en conventionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Conventionnel, ça veut plus dire grand-chose. C'est surtout de manière raisonnée qu'on cultive. C'est-à-dire qu'on apporte à la plante ce qu'il lui faut au moment où elle en a besoin. Ça vaut le cas pour tout ce qui est les éléments nutritifs et ça vaut le cas aussi pour sa protection. Par exemple, on ne va pas s'amuser à acheter des doses phénoménales de produits. On va juste utiliser la bonne dose ou une demi-dose de manière préventive. Et puis s'il ne se passe rien, c'est tout, tant mieux pour nous. Et puis sinon, on réajuste plus tard. Quand je parlais de la fragilité du houblon, je pensais au moment de la récolte. En fait, on charge le tracteur avec les lianes et tout de suite, il faut courir au séchoir parce qu'il faut que les cônes de houblon soient séchés le plus rapidement possible. On coupe le houblon au champ et de là, ensuite, il faut vite aller à la cueilleuse pour tout trier. Et puis les cônes de houblon, ensuite, il faut les sécher le plus rapidement possible. Déjà parce que comme c'est entreposé en tas pour éviter qu'il ne chauffe, et justement cette chauffe dans le tas va dégrader tout ce qui est les acides alpha et surtout les huiles essentielles nécessaires au brasseur. C'est ça que le brasseur recherche dans le houblon et si on lui vend entre guillemets du foin, le brasseur il reviendra déjà pas l'an prochain et il va pas être très content de notre produit. Il faut vendre aussi de la qualité, il faut pas juste vendre du houblon pour dire de vendre du houblon. Le séchage, c'est une étape qui dure une dizaine d'heures. Donc le lendemain, on revient à la houblonnière, on remplit le tracteur et on retourne au séchoir. C'est ça, jusqu'à ce que toutes les houblonnières soient vides. Et alors après, on a le droit à un repos bien mérité. Mais oui, c'est ça, les journées s'enchaînent comme ça. Donc en fait, une remorque représente une ligne, juste un passage. Donc sur une journée, on fait plusieurs allers-retours au champ, on passe plusieurs tas, on remplit les 2 séchoirs parce que nous on n'en a que 2. Et puis ensuite le soir c'est le séchage et puis le lendemain matin il faut être capable de juger si le houblon est bien sec, s'il a bien été reventilé, réhumidifié pour ensuite vider le séchoir et puis le presser. Qu'est-ce qui pousse ici dans les Flandres? Chez Pruvot comme sur le reste de la coopérative, c'est notamment des variétés d'origine anglaise. On a 2 ou 3 variétés allemandes très connues, mais principalement de l'anglais, puisque le climat est sensiblement le même. On a une variété américaine qui se débrouille pas mal, à voir peut-être avec d'autres variétés un jour. Mais principalement, c'est des variétés anglaises dont on sait qu'elles sont adaptées à notre climat. Parce que les brasseurs sont de plus en plus gourmands en houblon, ils veulent tester de nouvelles variétés ou en tout cas ils sont curieux de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux parfums. Oui, les brasseurs, leur métier a fortement évolué ces dernières années. Je pense qu'ils ont aussi retrouvé un peu leur rôle de cuisinier où ils peuvent élaborer de nouvelles recettes parce qu'il y a 30 ans en arrière,
C'était à peu près toujours les mêmes bières qu'on voyait, ils refaisaient toujours la même chose. Aujourd'hui, on voit toujours des nouvelles bières qui sortent et avec de nouveaux goûts, avec plein de modalités. En plus, on a la chance, contrairement à l'Allemagne, de ne pas avoir cette loi sur la purité. Donc ça fait que les brasseurs peuvent se permettre une multitude de possibilités et d'ingrédients, quoi. Ça, c'est formidable. Yvon, quand tu étais gamin, il y avait beaucoup plus de houblonnières que ça dans le Nord. Ah oui, nous on avait à peu près 200-250 hectares dans le Nord, mais on n'avait que 2 variétés. Aujourd'hui, on a 10 variétés. C'est un peu dommage d'avoir perdu tous ces surfaces et ce patrimoine qu'on avait. C'était quelque chose qui vivait, on avait beaucoup plus de monde, on faisait un concours de houblon à Stanford, et puis une ambiance aussi, parce qu'on était, rien que sur Boskep, on était déjà 5 planteurs, il y avait 40 hectares de houblon ici sur Boskep, donc c'est vrai que quand c'était la récolte, tout Boskep était en infusion, quoi. Je veux dire, tout le monde travaillait, beaucoup de femmes d'ouvriers venaient faire les cueillettes de houblon. Comme l'enroulage, c'était pareil, c'était tous des femmes qui faisaient ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a plus tout ça, quoi. On n'a plus cet élan, cette ambiance qu'on avait dans le temps. Aujourd'hui, on compte combien de houblonniers dans la région des Hauts-de-France ? Les Hauts-de-France comptent maintenant 7 planteurs pour 34 hectares prévus en 2020. Oui, donc rien à voir avec les 200 d'autrefois ? Non, pas rien à voir avec les 200. Mais bon, on peut être content qu'on a résisté parce qu'on aurait très bien pu disparaître totalement. Qu'est-ce qui a fait que les houblonnières ont fermé les unes après les autres ? C'est la disparition des brasseries ? Oui, la disparition et la mondialisation. Surtout, avant, on avait beaucoup de brasseries qui ont fermé parce qu'ils ont été repris par des multinationales et donc forcément, ces brasseries-là ne travaillaient pas avec nous. Donc chaque fois qu'il y avait une brasserie qui était rachetée, c'était un client qu'on perdait. Bon, après, les petites brasseries, il n'y en avait pas beaucoup, donc on n'avait pas beaucoup le choix. Et on travaillait avec des négociants allemands qui achetaient notre houblon. Mais bon, forcément, ils achetaient au prix qu'ils voulaient, quoi. Donc nous, comme on n'avait pas beaucoup de choix, on était obligé de leur laisser au prix qu'ils donnent, parce que c'est pas un produit qu'on sait faire autre chose avec, quoi. On ne sait pas le donner à manger aux cochons ni aux vaches, donc c'est vendre ou rester avec. Je me rappelle, dans le temps, en 85, on a encore eu une prime de l'État ou de l'Europe, je ne sais plus comment c'était, pour détruire les houblons qu'on avait cueillis, qu'on avait récoltés. Bon, quand on en arrive là, c'est quand même malheureux. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que, comment je vais dire, c'est un peu une revanche, quoi. On est heureux que c'est revenu. Et je dirais, heureusement, qu'il y avait quelques entêtés, je veux dire qu'on n'est que 6 à avoir maintenu la tradition, et, parce que c'était pas pour l'argent, c'était par amour du métier et de la culture. Le petit surnom du houblon, c'est l'or vert. L'or vert, ouais. Ça a été l'or vert du temps de mes parents au début de leur... oui, ça a été l'or vert à un moment, une période donnée. Mais après, ça a été l'or noir. Mais maintenant, on peut dire que c'est revenu l'or vert. Avec le renouveau brassicole en France. Avec le renouveau brassicole et surtout aussi la relocalisation des besoins. Aujourd'hui, le local, c'est quand même quelque chose qui est tendance. Oui, c'est ça, les brasseurs veulent des produits locaux dans leur bière ? Les brasseurs, oui, principalement veulent des produits locaux. Maintenant, il y a 200 sortes de houblons dans le monde. Je veux dire, nous, on ne peut pas faire toutes les variétés non plus. Donc, chacun a son rôle, chacun a sa place. Les variétés alsaciennes, elles se développent bien en Alsace. Les variétés allemandes, elles se développent bien en Allemagne. Nous, c'est vrai, comme Paul dit, on est plus basé sur les variétés anglaises. On a une variété allemande, une variété américaine. Bon, malgré tout ça, ça marche, quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de notre culture. En 1978, les planteurs du Nord se fédèrent en coopérative. En 2019, les planteurs de la Copoux Nord ont produit 55 tonnes de houblon pour fournir une centaine de clients. C'est un bon résultat ? C'est un bon résultat. C'est pour les surfaces qu'on est, 55 tonnes, 60 tonnes, on va peut-être pouvoir y arriver l'année prochaine parce qu'on aura peut-être une paire d'hectares en plus. Après, ça dépend beaucoup aussi des conditions météorologiques. Bon, 60 tonnes, c'est bien, mais c'est vrai que pour satisfaire la demande, il nous manquerait encore une vingtaine de tonnes, quoi. Peut-être qu'un jour on va y arriver, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver des planteurs, il faut trouver... c'est pas facile parce que l'investissement de départ est énorme.
Les connaissances de culture, c'est quand même un travail très spécifique. Hein. En plus, l'investissement se fait, il n'y a pas que la houblonnière. Hein, il y a l'investissement à la houblonnière, mais il y a aussi l'investissement à l'hangar, pour tout ce qui est système de récolte, matériel. Donc c'est quand même assez compliqué à mettre en route. Et la grande différence, c'est que quand on avait en 1980 ou 90, le dernier planteur qu'on avait mis en route, c'était en 90-95, mais il y avait à cause du marché de l'occasion, beaucoup d'occasions dans les fermes. Donc on avait des machines d'occasion pas trop chères. Aujourd'hui, il n'y en a plus. On peut en trouver, mais en Allemagne. Mais bon, les Allemands, ils le voient venir aussi. Hein. Ils voient qu'il y a beaucoup de demandes, donc les prix augmentent et puis ils profitent un peu de l'occasion, quoi. Donc aujourd'hui, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Et sur les 100 clients de la Copu Nord, combien de clients sont situés dans le Nord? Combien sont des brasseurs du Nord? Ah ouais, sur les 100, il y en a quand même 80% qui sont du Nord. Hein. Et alors les autres? Les autres, c'est toute la France. On va jusque Biarritz, le Sud, Perpignan. On en a même un au Québec, mais c'est un ancien nordiste qui est parti là-bas et donc il achète un peu de houblon chez nous. Mais sinon, tout part en France. Ils vont 55 tonnes de houblon. Une fois que la récolte est terminée, c'est un produit qu'on écoule en combien de temps? On écoule une grosse partie après la récolte, hein, et puis après on fait transformer en pellets, comme des pellets de bois, hein, qui sont mis en sachet de 5 kg avec une injection de CO2. Mais ces houblons-là ils ont un pouvoir de conservation de 3 ans. Mais normalement, donc on stocke un peu la coopérative et logiquement, au bout d'un an, ils sont vendus. Mais les brasseurs réservent leur houblon, mais il y a beaucoup qui laissent un peu leur houblon à la coopérative et ils viennent chercher au fur et à mesure de leurs besoins. Premièrement pour la trésorerie, et puis deuxièmement parce qu'on a une chambre froide, et puis ils en profitent pour laisser chez nous. Mais bon, c'est bien parce qu'au moins on garde le contact aussi. Et il y a des variétés qu'on cultive dans le Nord qu'on ne retrouve pas en Alsace par exemple? Ah oui, oui, tout à fait. On a des variétés comme le Target, le Magnum, le Challenger. C'est des variétés que c'est pratiquement impossible de faire pousser en Alsace. Pas même le Target a été essayé, mais ça ne marche pas. Tout comme il y a des variétés qui poussent en Alsace et qui ne marchent pas chez nous. On a aussi encore essayé le Saz. Le Saz qui est une variété très demandée par les brasseurs, mais on l'a essayé, mais c'est pas possible. Elle ne s'adapte pas chez nous. Le Saz, c'est une variété tchèque. Bon, c'est tout, on a essayé, ça marche pas. On va pas s'obstiner pour ça, hein. Chacun a sa place. Hein. On voit aujourd'hui beaucoup de néo-houblonniers qui s'installent ça et là. Pourquoi ça te fait sourire? Non, mais c'est parce que c'est vrai que je sais pas comment il y a des choses plus simples à mettre en route. Mais les néo-houblonniers, ouais, je leur souhaite bon courage. Parce que, en plus, les néo-houblonniers, principalement, ils veulent faire du bio. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix du bio est assez conséquent. Mais bon, je pense pas que ça va rester. Mais après, il faut quoi le produire, le bio. Dans la tête des néo-houblonniers, au départ, c'est le bio, ça pousse tout seul, il faut rien faire. Et c'est le contraire. Hein. Pour faire du houblon bio, il faut travailler pratiquement 2 fois plus que du conventionnel. Il faut toujours réagir avant qu'il y ait un problème. Houblonnier, c'est un métier d'avenir? Ah, aujourd'hui, oui, pour ceux qui se remplacent, on a encore de beaux jours devant nous. Tant que la brasserie tourne comme ça, et puis qu'ils peuvent travailler avec des prix corrects, des bonnes marges, oui, je pense qu'on est serein. On est serein. On a quitté la houblonnière de Boskep pour rejoindre Blaringhem, à une trentaine de kilomètres de là, où se tient la brasserie historique d'une belle et grande maison, la brasserie du Pays Flamand, où nous reçoit Mathieu Lezen, l'un des 2 fondateurs. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. On vient de parler houblon avec Yvon Pruvot. La Copu Nord, cette coopérative de houblonniers, est l'un des principaux fournisseurs de la brasserie du Pays Flamand, et ça c'est historique. C'est historique et assez naturel, hein, puisque comme tu le disais, les houblonnières sont à peine 30 km d'ici et la bière doit rester un produit local, traditionnel, et effectivement Copu Nord est un excellent partenaire. Dès le départ, dès le début de la brasserie il y a 12 ans, tout de suite, vous avez mis avec Olivier Dutoit, ton associé, le houblon des Flandres dans vos bières.
Alors exactement, et pour te donner la petite histoire aussi, avant même de faire nos bières, nos bières pilotes, on est allé voir des houblonniers, alors pas Yvon à l'époque, mais des houblonniers de la Coupe au Nord pour savoir quelles étaient les variétés et ce qu'on pouvait retirer aussi des variétés locales. Ce qu'on a fait avec notamment la première brassine, je m'en souviens, parce qu'effectivement on est connu pour la Nostocqué, mais la bière historique c'est la brassine, et la première brassine blonde était faite avec du Strisselpalt, qui est une variété très locale et qui marche plutôt bien. Oui, la brassine, c'est la gamme très traditionnelle, très terroir de la brasserie du Pays Flamand. Effectivement, on a commencé avec cette marque-là, qui est une contraction de brassin, là où on fait la bière, et de racine, en lien avec notre fierté d'être flamand. Voilà, parce qu'on est en Flandre française, et du coup, on a quelques aspects culturels qui nous sont propres, et voilà, on voulait rendre hommage à nos racines flamandes. Du coup, naturellement, on fait des bières qui sont plutôt 100% avec des houblons flamands. Alors après, le succès de la Nostocqué a pris le dessus, mais grâce aussi aux houblons américains qui vont donner le côté aromatique aux bières. Mais il n'empêche que la brassine reste notre gamme de bières traditionnelles, ancrée sur le terroir et donc naturellement avec des houblons locaux. Qu'est-ce qui fait la spécificité des houblons flamands ? Alors je dirais que ce qui plaît avant tout, c'est leur belle tranche d'amertume. Alors c'est vrai qu'on ne va pas retrouver les saveurs florales et fruitées des houblons américains. Il n'empêche qu'en fait, là où, enfin moi j'adore ça personnellement, hein, ces houblons flamands qui vont donner ce côté un peu herbeux et surtout encore une fois l'amertume, cette chose là qui rend la bière tellement attrayante et tellement rafraîchissante. Aujourd'hui, c'est vrai que la tendance, c'est plutôt d'avoir des bières qui soient florales, dans lesquelles on retrouve des notes de fruits, etc. Mais avec du houblon des Flandres, on a quelque chose de plus rustique. De plus rustique. Maintenant, les houblonniers s'adaptent aussi. Hein, donc, j'ai en tête, par exemple, notre brassine blonde qui est brassée qu'avec du houblon Cascade des Hauts-de-France, de chez Coupe au Nord. C'est vrai que le Cascade, par exemple, c'est un houblon très très à la mode. Alors, on ne va pas retrouver toutes les caractéristiques de son cousin américain, mais il n'empêche qu'on va retrouver quand même, et c'est le brasseur qui va réussir aussi à extraire le côté aromatique qui peut ressortir de ces variétés-là. Donc, en fait, aujourd'hui, sur la brassine, c'est pas une bière uniquement amère et sans intérêt. Au contraire, justement, on arrive à mettre en musique, le brasseur arrive à mettre en musique ses saveurs locales. Ça veut dire qu'avec la même variété de houblon, du Cascade, on n'aura pas le même rendu selon qu'il ait été cultivé aux États-Unis ou dans les Flandres. Et non, le terroir est partie prenante dans cette histoire-là. On a eu l'occasion de visiter les houblonnières américaines. C'est pas tout à fait le même paysage que nos belles plaines ou nos beaux monts de Flandre. Ce qu'on peut dire aussi, Mathieu, c'est que la brasserie du Pays Flamand a vraiment connu son essor grâce à la gamme à Nostocqué. Aujourd'hui, vous voulez revenir à la tradition avec, en relançant la gamme brassine. La triple va arriver en fût au mois de mars. Et puis, vous êtes toujours dans la créativité avec la nouvelle gamme, la Wilde de Leeuw. Exactement. En fait, on est multitâche. On aime bien... Alors effectivement, Nostocqué a fait de nous une brasserie qui intervient un peu sur le plan national. Mais on se sent aussi un peu les gardiens du temple, quelque part. Et brasser des bières traditionnelles avec des houblons locaux, avec ça nous semble essentiel aujourd'hui où on parle du développement durable, du côté locavore aussi. On est partie prenante dans ces circuits courts aussi, et on veut redorer le blason de la brassine. Et je pense que on a une belle bière là qui était un petit peu mise dans l'ombre de sa grande sœur la Nostocqué, mais je suis sûr qu'elle a beaucoup d'atouts. Et puis effectivement, avec la Fière que vous connaissez aussi et la Wilde de Leeuw, on peut laisser part plus à notre créativité. Voilà, je pense qu'avec la brasserie du Pays Flamand, on arrive, alors je vais pas dire le contraire, mais on arrive à satisfaire tous les palais. Mais un retour aux sources est souvent important. Mathieu, on a parlé du Cascade. Quelles sont les autres variétés qui interviennent dans les différentes recettes des bières de la brasserie du Pays Flamand ? Alors, on est fan, nous, toujours pareil, sur la gamme brassine notamment. Dans la brassine triple, il y a le Challenger qui nous plaît beaucoup, Brewers Gold aussi, et le Magnum qui va nous donner cette belle tranche d'amertume assez reconnaissable. C'est des espèces qui, à l'époque, étaient, je pense, produites en Angleterre et qui sont arrivées ici dans les Hauts-de-France. Mais je pense qu'elles se plaisent bien à notre terroir et elles nous le rendent bien.
Je pense qu'après, il y a un vrai regain de la brasserie artisanale et locale. Je pense que les houblonniers, c'est même sûr, hein, on le sait, replantent aussi, continuent de replanter. Il y a des néo-houblonniers qui s'installent. Donc ça va dans le bon sens, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut être locavore, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc il y a une prise de risque à faire vis-à-vis des houblonniers qui doivent planter peut-être un peu plus et des variétés peut-être plus à la mode, même si nous, on reste attachés à ces variétés qui ont fait leur preuve ici dans la région. Pour terminer, Mathieu, on va dire quelques mots de la nouvelle gamme Wildelee. Alors, c'est pas une bière, 2 bières, 3 bières, mais c'est carrément 7 bières. C'est ça, on a un peu simplifié la gamme, puisqu'en fait, donc le principe de la bière Wildelee, ce sont des bières d'exception qui sont vieillies à minima 1 an, dans des barriques qui ont contenu auparavant soit des alcools français, armagnac, cognac, ou des grands crus. Et donc, on a voulu simplifier un peu la gamme parce que c'était pas bien simple. Et du coup, là, effectivement, on a un barley wine vieilli en fût de spiritueux. On a la triple, donc une bière blonde brettée qui est vieillie en grand cru de Bourgogne. Nous avons des bières sour qui commencent à être à la mode, donc des bières acides, pour lesquelles on a rajouté des fruits. En fin de compte, alors croyez pas que c'est des bières aux fruits comme on peut trouver dans le commerce traditionnel. C'est plutôt des bières où on va chercher l'acidité du fruit. Donc on a une sour cassis que je recommande particulièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un stout vieilli en fût de Bourbon. L'idée, c'est de garder ces produits à la gamme, mais je le répète, hein, ce sont des brassins uniques, puisqu'une fois qu'on a fait notre brassin, qu'on l'a fait vieillir, la barrique, souvent, elle ne sert qu'une fois ou 2 maximum, et on essaye toujours de trouver des nouvelles combinaisons passionnante d'ailleurs entre la bière, entre notre matière première et la barrique. Voilà. Donc on est toujours à l'affût. Je lance un appel, hein, si jamais vous avez une belle barrique chez vous, on est preneur. Quelles sont les bières qui servent de base à ces bières d'exception ? Alors au début, on utilisait des bières parmi notre carnet de recettes. Là, en fin de compte, en fonction de la barrique qu'on reçoit, on va adapter notre recette. Donc il n'y a jamais la même recette, puisqu'en fait, chaque barrique, quelque part, a sa personnalité. Et on part du principe que c'est à nous, brasseurs, d'adapter notre recette aux arômes et à la combinaison qu'on pourra avoir en définitive. Et quand tu dis que ce sont des one-shots, ça veut forcément dire qu'on est sur des petits volumes ? On est sur des petits volumes, alors on essaye de faire par lot de 20 hectolitres, donc 2000 litres. Donc effectivement, c'est des petits lots qu'on segmente donc sur des bouteilles 75 centilitres, qu'on voudrait voir apparaître par exemple sur les tables des chefs, parce qu'aujourd'hui, avec nos gammes vieillies, même avec celles des autres, hein, c'est pas du 100% brasserie du Pays Flamand, mais avec nos bières, on peut faire un repas, on peut accompagner un repas au même titre que le vin, quoi, clairement. Voilà. Et après, il y a le fût, parce qu'effectivement, nous, on trouve qu'il n'y a rien de plus convivial que de partager une bonne bière autour d'un bar. Donc on conditionne aussi en fût. Merci à Mathieu Dezen, cofondateur de la brasserie du Pays Flamand, qui utilise dans ses recettes les houblons des Flandres, houblons que nous avons pu découvrir grâce à Yvon et Paul Pruvot, qui nous ont accueillis dans leur houblonnière de Boskep. Cet épisode a été produit en partenariat avec la brasserie du Pays Flamand, que je remercie pour son soutien. Vous pouvez bien sûr découvrir la houblonnière de Boskep en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, et bien sûr, likez, partagez et commentez sur les réseaux. Enfin, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.